Bonjour tout le monde. Les Indestructibles 2 est, vous n'allez pas me croire, la suite des Indestructibles 1, sorti 14 ans après le premier film, toujours réalisé par Brad Bird, qui entre-temps a fait un petit détour par le cinéma live action, en faisant des Missions Impossibles par exemple, et en faisant d'autres films relativement intéressants. Il s'en sort aussi bien en animation qu'en film réel. Et il revient donc avec cette suite où nous retrouvons à nouveau la famille indestructible après les événements du premier film. Les super sont toujours interdits dans la société, mais un milliardaire, un espèce de mania technologique et des entreprises ou je sais pas trop quoi, enfin un mec très riche, décide de commencer une campagne de promotion pour le retour des super-héros et pour qu'ils soient à nouveau légalisés, en mettant en avant non pas Monsieur Indestructible, mais Madame Indestructible, Elastic Girl, qui était son nom de super-héros, qui va du coup reprendre du service pour essayer de, comme elle est beaucoup plus prévoyante, beaucoup plus clean quand elle fait des interventions, il décide de lui faire reprendre du service à elle uniquement pour qu'elle fasse une bonne campagne de publicité aux super et que par la suite on puisse les voir différemment et à nouveau essayer de réintroduire des lois qui leur permettraient d'avoir la possibilité d'intervenir quand il y a des problèmes qui se déroulent dans leur univers. Pendant ce temps, Monsieur Indestructible, qui reste donc homme au foyer à s'occuper de la famille, doit faire face à un autre problème, c'est que le petit Jack commence à manifester ses premiers pouvoirs, et c'est bien le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul pouvoir, il y en a plusieurs, ce qui rajoute une grosse dose de soucis à gérer pour Monsieur Indestructible, qui donc de son côté va devoir s'occuper de la famille, et bien sûr les deux scénarios vont se rejoindre à la fin pour que toute la famille s'occupe de régler son compte aux criminels de l'histoire. Vous allez sans doute me demander, parce que j'en avais jamais fait de vlog, ce que j'avais pensé du premier film. La chaîne n'existait pas à l'époque où le premier film est sorti. Je l'ai rattrapé très tard, Les Indestructibles, parce que quand il est sorti, j'étais encore très réticent aux films de super-héros. Je suis toujours pas fan de films de super-héros, mais maintenant au moins j'arrive à les regarder. Et du coup, j'ai attendu d'avoir un peu plus de... Enfin, une fois que j'étais un peu plus tolérant avec les films de super-héros, je me suis regardé le premier film. Et je l'ai trouvé excellent, il était super bon, c'est extrêmement bien écrit, les sketchs sont très dynamiques, ça va à fond la caisse, l'univers créé est vachement intéressant. Et cette suite est toujours aussi bonne et toujours intéressante, à peu près les mêmes qualités que ce que je viens de vous dire. C'est très bien écrit, il y a des très bons parcours de personnages qui sont écrits aux petits oignons, leurs pouvoirs sont toujours liés à ce qu'ils doivent faire, etc. Mais c'est vraiment toujours extrêmement bien fait. Il y a un rythme qui est incroyable dans ces films, ils ont toujours vraiment une rapidité d'exécution et en même temps ils savent se poser quand il faut, mais la rapidité est vraiment toujours très bonne, très créatif, en particulier au niveau des pouvoirs de super-héros, et je pensais pas qu'ils arriveraient à le faire, étant donné qu'ils avaient déjà fait le premier film, mais ils ont réussi à trouver des façons intéressantes de montrer leurs pouvoirs, ou des nouvelles aptitudes, ou utiliser les pouvoirs différemment, etc. Bref, de quoi rendre tout ça à nouveau extrêmement intéressant. Et en termes de scénario, évidemment que je kiffe cette saga, c'est celle qui prouve que Civil War est complètement con. Je suis désolé, mais c'est lié, hein, c'est Disney après tout. Disney et Marvel, c'est finalement maintenant la même compagnie, et c'est quand même dingue de voir que les gens sont à fond sur les Indestructibles en disant c'est génial, le scénario est trop cool et c'est vachement bien les Indestructibles, et qui se rendent pas compte que le scénario dit exactement pourquoi Civil War est complètement con. Vous ne pouvez pas réguler l'intervention des super-héros. Si vous régulez l'intervention des super-héros, vous les faites arriver en retard. C'est tout ce que vous faites. Ça va jamais empêcher quelqu'un d'avoir un coup qui part au mauvais endroit et qui fait tomber un bâtiment ou un truc dans ce genre-là. C'est pas le fait de donner l'autorisation d'intervenir avant ou pas qui va changer le déroulement du combat. Donc voilà, c'est cool pour une fois d'avoir un univers qui est à peu près cohérent et à peu près intelligent avec ce qu'il fait, qui a une bonne raison de rendre les super illégaux et en même temps une bonne raison de montrer à quel point c'est con quoi d'avoir des super illégaux. Donc voilà, en ce qui me concerne, je trouve qu'effectivement, cette suite est aussi bonne qu'elle mérite son succès et que c'est effectivement un très bon film. J'ai même pas grand-chose, du coup, à dire sur le film. Parce que si je me mets à parler plus en détail de ce qui se passe, tout ce que je vais faire, c'est spoiler le scénario, et j'en ai pas besoin. Et le scénario est très lié au personnage, donc si je parle de l'un, je parle du reste, etc. Donc c'est vraiment des films sur lesquels il faut rester plutôt en surface. Mais je trouve que ouais, c'est un excellent film d'animation, oui, mais d'un film en général, quoi. C'est vraiment très très bien foutu. Il y a juste un petit truc que j'ai un peu de mal à cerner avec cet univers, qui sera un peu lié au niveau du scénario, donc ça va être juste mon seul reproche. C'est le seul truc que je peux essayer de développer un petit peu. L'une des raisons pour lesquelles il doit faire une campagne de pub pour essayer de remettre les super-héros en avant, c'est que, apparemment, personne ne les voit en action, à part les gens qui sont dans la rue. Et ça me fait
me poser, j'ai vu le film, j'ai fait quoi? D'un coup, parce que vous allez me dire que personne n'a jamais filmé des super-héros en action? Il y a une première question que ça pose, c'est à quel moment se passe le film? Parce que l'univers, en principe, est un espèce d'univers des années 50, mais assez modernisé aussi. Je veux dire, là, par exemple, dans ce film-là, il y a des voitures de sport à un moment, enfin, on parle de la voiture spéciale de Monsieur Indestructible. C'est un modèle qui est sorti dans les années 80-90, hein, pas dans les années 50. Donc, tu te dis, il y a des trucs un peu bizarres, quoi. Quand tu vois certaines télécommandes qu'ils ont, des trucs dans ce genre-là, tu te dis, mais les gens ont pas des smartphones? Personne n'a jamais filmé quelqu'un en train de faire le truc, et tu te dis, bon, alors très bien, passons, imaginons qu'on est dans les années 50, et que les gens ont pas de smartphone, il n'y a pas de journaliste dans les années 50? Parce que en général, quand t'as un truc énorme qui est en train de détruire une ville, t'as au moins un camion de journalistes qui est derrière avec une caméra, y compris dans les années 50. On savait quand même qu'il fallait aller suivre l'actualité, quoi. Il fallait filmer l'actualité et pas juste les résultats du truc. Donc si ça se déroule à côté de toi, normalement, il y a un mec dans une équipe de rédaction quelconque qui part avec un fourgon, une caméra et qui filme son truc, quoi. Donc, c'est mon seul petit défaut parce que tu te dis, comment est-il possible que personne ne sache comment se déroule une baston de super-héros et qu'ils se fassent du coup une idée de l'intérêt des super-héros et de ce qu'ils ont apporté à une bataille, uniquement sur les résultats, quoi, la destruction de la ville et de quoi ça a l'air une fois que la baston est finie. Comment est-ce que personne ne peut essayer de défendre ces choses et de dire les trucs? Je sais pas, c'est le seul truc qui m'a un petit peu choqué dans le film, quoi, parce que ça commence vraiment à être compliqué de comprendre les technologies utilisées, quoi. Pareil, ils ont un train avec lévitation magnétique, je crois que ça s'appelle un maglev, il me semble, ça existe depuis les années 80, un truc dans le genre là, quoi. Donc encore une fois, tu te dis, tu comprends pas trop où est-ce que t'es exactement dans le temps, étant donné que tout le reste est censé être aux normes des années 50, quoi. Peut-être alors un autre petit défaut à dire vite fait, au niveau des personnages et de ce qu'il y a dans le film. Alors j'aurais aimé voir un petit peu plus d'Edna, par exemple, mais c'est parce que Edna est un personnage génial. En français aussi d'ailleurs. Mais ma remarque va se poser sur la version originale du film, parce que je regarde tous mes films en VO. Et l'actrice, donc c'est Holly Hunter, qui joue Elastic Girl. Les 14 ans ont pas été tendres avec sa voix, entre les deux films. Parce qu'alors, on a l'impression soit qu'elle fume 14 paquets de clopes par jour, soit qu'elle a, comme Stallone, une paralysie faciale ou une espèce de défaut d'élocution. C'est l'actrice qui joue la sénatrice dans Batman v Superman, la sénatrice qui avec le Granny Stitch Peach Tea, là, la sénatrice qui s'engueule avec Luthor dans Batman v Superman, encore un film de super-héros. Et enfin, elle fait pas l'âge de son personnage, quoi. Enfin, elle a clairement l'air d'avoir un truc dans sa voix qui commence à devenir une voix de mamie presque. Alors je suis navré pour elle, je sais pas quel âge elle a, mais elle a vraiment un truc d'élocution. Je crois que c'est vraiment un truc d'élocution. Je crois que c'est pas une question d'âge, mais ça se sentait beaucoup moins dans le premier film, il me semble. Et vraiment, on a l'impression qu'elle a pas une voix de maman, quoi. Elle a une voix de mamie presque. C'est le truc qui m'a un peu perturbé pendant le film, c'est que je trouvais que c'était un peu spécial de voir comment est-ce que sa voix avait évolué. Alors après, en termes de voix, si vous voulez, vous pouvez le regarder en VF, mais si vous voulez vous priver de Samuel L. Jackson en Frozone, c'est votre choix. Moi, personnellement, juste pour ça, VO, obligatoire. Samuel L. Jackson en Frozone, c'est parfait. Évidemment, du coup, la réalisation n'est pas à la traîne et on a eu aussi des évolutions en termes d'animation qui donnent du coup des choses intéressantes. Et ce qui est vraiment assez intéressant, c'est... Alors, je pensais pas trop en parler à la base, mais quelqu'un m'en a parlé dans un message qu'il m'a envoyé, donc c'est vrai qu'on va mettre l'accent dessus, mais ça me paraît plus normal à l'heure actuelle. Il y a un style très réaliste dans le film, pas forcément au niveau des textures par exemple, encore que ils ont là aussi beaucoup bossé par rapport au film d'avant, mais en particulier au niveau alors déjà au niveau de la gestion de la caméra, on va gérer la profondeur de champ exactement comme dans un film classique, donc on va avoir du flou qui va devoir être géré, on va devoir faire des changements de points entre certains personnages à certaines scènes, et certaines fois ça aura du sens, on peut avoir des gens qui se rendent compte de quelque chose qui se passe pour quelqu'un avec ce changement du flou pour montrer qu'il la regarde et le changement du point fait la transition d'une idée à l'autre, d'un personnage à l'autre. Des choses intéressantes, mais globalement, c'est surtout une question de réalisme, c'est surtout une question d'avoir l'air assez réaliste. Et ça se sent surtout au niveau des lumières en particulier. Je trouve que les lumières sont vachement réalistes. Et il y a un travail en particulier ils ont quasi essayé de faire, pour de l'animation, de la lumière naturelle. Il y a vraiment une scène où je m'en suis rendu compte, et je crois que c'est pour ça que du coup, que quelqu'un m'a envoyé ça en message et m'a fait remarquer, quand même, c'est vachement réaliste, etc. Et je crois que c'est surtout cette scène-là en termes de lumière. Il y a une scène où c'est à côté d'une piscine, de nuit,
en train d'avoir une discussion. Il n'y a pas de lumière à part celle projetée par les lumières qui sont dans la piscine. Vous savez, il y a des piscines qui sont éclairées en interne, mais c'est une lumière qui est incroyablement compliquée à gérer, parce que c'est une lumière dans un gouffre, mais un gouffre d'eau, qui du coup est en dessous du niveau du sol, mais qui arrive quand même à faire un peu de lumière. Et du coup, on a des personnages qui sont en pleine nuit avec une très légère lune, mais vraiment ultra discrète, donc ça fait vraiment un très léger halo légèrement bleuté sur les personnages. Et il y a donc uniquement la lumière de cette piscine qui arrive par en dessous, en fait, et qui les éclaire par en dessous de façon extrêmement légère, presque impalpable, cette lumière. Et du coup, on a toute une scène comme ça qui est dans une lumière qu'on n'imaginerait pas voir dans un film d'animation, parce que en principe, l'animation essaie de rendre les choses visibles plus que réalistes. Et là, vraiment, il y a un côté où ce serait presque difficile à voir si c'était pas aussi bien étudié en termes de lumière. Parce que évidemment, ils ont corrigé ça de partout, hein, c'est de l'animation. Mais c'est vrai qu'au niveau du rendu, il y a un sentiment de réalisme qui est incroyablement poussé avec ça et qui rend super bien, quoi. Donc c'est vrai que c'est vachement intéressant en termes de rendu et de comment est-ce qu'on rend cet univers qui, malgré son côté cartoon, du coup, a quelque chose de concret et réaliste. Ne serait-ce que avec le thème de la famille qui est au centre du truc, qui est un thème extrêmement commun, quotidien, quoi. C'est quelque chose qu'on connaît tous et qu'on a tous une famille, en principe. Bref, oui, Les Indestructibles 2 est un très bon film, drôle, touchant, bien écrit, avec quelque chose à dire, etc. Donc bien sûr que je vous encourage à aller le voir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.